Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, je reçois Loïc Cardin. Vente sur eBay, start-up, commerce physique, immobilier ou encore location courte durée, Loïc est ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Je vous invite à découvrir ce parcours très inspirant. Eh bien, merci Loïc d'avoir accepté l'invitation donc pour le podcast Développement Royal. Loïc, ça fait un petit moment que je te suis, que je te regarde. J'ai assisté à certains de tes conférences et séminaires. Tu es également sur YouTube. Je vais te laisser te présenter auprès des auditeurs du podcast. Eh ben avec plaisir. Merci à toi de m'inviter, Patrick. Ça fait vraiment très plaisir. Moi, je m'appelle Loïc Cardin. J'ai 34 ans aujourd'hui. Je suis à la fois entrepreneur et investisseur. On va en parler, je pense, plus en détail, mais j'ai pas mal d'activités différentes à aujourd'hui. Mais c'est vrai que là où je suis le plus connu, c'est par rapport à justement mon activité sur Internet, que ce soit sur YouTube ou sur différents réseaux. Je vais parler un peu quand même de ma situation personnelle parce que je sais que c'est des fois un frein que j'ai parmi des gens qui peuvent échanger avec moi sur le fait de la famille, des enfants, tout ça. Moi, j'ai 3 enfants à aujourd'hui et ça m'a pas empêché de me lancer. J'ai même été papa assez jeune. Moi, j'ai eu mon fils à 19 ans pendant que j'étais encore en études et voilà, malgré ça, ça m'a pas empêché de pouvoir enchaîner. Donc si tu nous écoutes et que et que tu te mets des freins dans la tête, pas de vrais freins, la famille en est surtout pas un et au contraire ça doit être une vraie source de motivation. Et sinon pour mon cursus, moi j'ai simplement fait un BTS en gestion, mais je suis passé avant par BEP, Bac Pro. J'ai eu un parcours pas forcément toujours très assidu à l'école, mais voilà, mais pareil, ça on en parlera si t'as envie un petit peu plus loin. Ok, donc effectivement, tu as un peu anticipé la question que j'allais te poser sur ton background en fait et sur tes origines et même sur ta vie. Du coup, tu habites où là, Loïc, au jour d'aujourd'hui? Alors moi je suis sur la ville de Rouen. D'accord. Je suis né à Rouen, je vis toujours à Rouen. C'est une ville que j'affectionne bien parce que j'ai un réseau en fait ici qui facilite pas mal de choses dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que on en parlera aussi, mais j'adore voyager, bouger, mais il est difficile de me désancrer de ma ville natale. Quand tu dis tu es sorti d'un BTS, tu as eu ton fils à 19 ans, euh, quelle était ta situation à ce moment-là? Tu vivais chez tes parents et est-ce que tes parents ont un parcours entrepreneurial quelconque? Alors, pas du tout. Mes parents, en fait, ils sont tous les deux fonctionnaires à la base. Tu sais, petit boulot à peine au-dessus du SMIC, mais la sécurité de l'emploi et une vie à essayer absolument d'être fonctionnaire pour pouvoir avoir justement cette sécurité dans la vie qui était hyper importante pour eux. J'ai même d'ailleurs une famille où quasiment tout le monde a été fonctionnaire. Et tu sais, c'était un peu l'objectif final. Enfin, en tout cas, je voyais ça quand j'étais gamin. J'avais ce truc-là dans la tête, tu vois, un petit peu qu'on a pu mettre. Et moi, en fait, je suis parti super tôt de chez mes parents parce que je suis parti avant 18 ans, un petit peu avant mes 18 ans. En fait, j'ai toujours eu l'envie, enfin, je sais pas pourquoi, mais je savais que je voulais entreprendre. Et un peu avant mes 18 ans, je suis parti parce que j'étais à l'époque en alternance. J'ai fait 2 années de seconde où je suis pas allé beaucoup à l'école. Après ces 2 années de seconde, on m'a viré du lycée. J'ai trouvé un BEP vente action marchande en alternance. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses, notamment le fait que c'était surtout pas ça que je voulais faire dans ma vie parce que j'étais sous-payé pour des tâches assez ingrates. Même si voilà, j'ai aucune si aujourd'hui il y a des gens qui nous écoutent qui ont un job ingrat et sous-payé, je veux juste être voilà, que ce soit juste une source de motivation, ce que je vais expliquer là, plus que de dire c'est pas bien, il faut pas faire ça. Ensuite j'ai fait un bac pro en alternance. J'ai eu mon fils pendant ce bac pro et j'ai fait le choix de faire un BTS en fait par la suite, tout simplement. Donc et voilà. Et après, alors ce BTS en fait c'était une manière normalement de rattraper une école de commerce. J'aurais dû faire une école de commerce et à l'arrivée au bout de mon BTS, en fait c'était trop lent pour moi. Ça me plaisait pas. Ok, super. Donc effectivement, t'as attaqué tout de suite à fond très tôt. Est-ce que
tu nous dis que tu avais donc pas d'image, tu avais pas de référence, on va dire, de parcours similaires ou d'entrepreneurs. Donc, j'imagine qu'à la maison, ça parlait pas de créer sa société, de s'émanciper, de partir, de lancer des choses. Est-ce que tu te souviens, toi, d'avoir eu quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a guidé à cette époque-là, qui t'a donné cette envie? Parce que tu nous dis, tu sais pas finalement d'où ça venait. Alors, comment tu l'interprètes? Alors moi je pense que en fait c'est même si je le sais d'où ça vient en fait c'est à la base c'est l'argent et si tu veux on en parlera un peu plus après parce que je pense que c'est une grosse erreur mais je suis persuadé que c'était l'argent, c'est-à-dire qu'en fait si tu veux moi j'ai connu étant gamin mes parents j'ai jamais manqué de rien mais par exemple tu vois j'ai 34 ans aujourd'hui, j'ai connu la télé en noir et blanc genre jusqu'à mes 8 9 ans, tu vois, un truc que personne connaît normalement à 34 ans. J'ai pas connu le téléphone chez moi, tu vois, on allait à la cabine téléphonique. Et enfin bref, mais tu vois, en fait, mes parents, ils avaient une espèce de manière de gérer où ils limitaient tout énormément. Les vacances, c'était avec une vieille caravane pourrie, tu vois, que mon père avait repris, même si j'ai adoré, hein, tu vois, j'ai passé des super moments dans le camping municipal en Vendée tous les ans au même endroit et j'avais la chance de partir en vacances. Mais si tu veux, je sentais bien qu'il y avait toujours, tu sais, une espèce de tension au niveau de l'argent et je me suis rendu compte, enfin pour moi en tout cas, si t'étais salarié, ça allait être compliqué, tu vois, d'avoir tout ce que tu avais envie, tu vois. Et en fait, à la base, c'est complètement l'argent, en fait, c'est sûr même. Ouais, c'est un dénominateur et un moteur qui est commun à beaucoup de personnes. Et puis, surtout chez les sujets jeunes, quand on en rencontre, que ça soit toi ou moi, je pense qu'il y a beaucoup d'attrait, d'attirance pour effectivement un côté matériel. Enfin, je veux dire, la société nous tend cette image du matérialisme en permanence. Donc, c'est effectivement on va dire le dénominateur commun souvent quand tu es jeune de te dire tiens, j'ai envie de lancer quelque chose pour gagner de l'argent. C'est pas forcément, comme tu le disais, la meilleure des motivations, mais en tout cas, c'est normal que ça puisse en être une à un moment donné, quoi. Complètement d'accord avec toi. Donc du coup, comment ça s'est passé pour toi après cette étape? T'es parti, t'as tout de suite attaqué avec la création de quelque chose ou t'as eu une étape où t'as été justement, comme tu dis, t'es sorti de ton cursus, t'as été salarié un temps? Comment ça s'est passé? Alors ouais, j'ai été salarié. En fait, je suis sorti de mon BTS. En fait, j'ai eu la chance de trouver. Alors, tu vois, c'est toujours un petit peu. On parle du réseau, mais tu vois déjà à l'époque, j'ai eu la chance avec du réseau de trouver une place. J'étais assistant acheteur en fait pendant mon BTS, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient acheteurs industriels, qui achetaient pour notamment pour Legrand, etc. Pas mal de matières premières, de pas mal de choses. Et en fait, j'ai vu beaucoup de négociations à l'époque et ça m'a énormément passionné. Et quand j'ai fini mon BTS, en fait, ils m'ont proposé un CDI d'entrée de jeu que j'ai accepté à 1 500 € net par mois, ce qui n'était pas, tu vois, pas mauvais. Mais j'y suis resté 1 mois et demi et j'ai démissionné. Je suis parti. En fait, déjà tu vois la quête de l'argent, c'était pour moi 1 500 € net. En fait, on m'a proposé un poil mieux avec un job de commercial et je me suis dit bon allez vas-y on y va, on sort de ça qui quelque part me passionnait beaucoup plus que ce que j'ai fait par la suite, tu vois, mais par contre qui était simplement mieux rémunéré. Mais à côté de ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours plus ou moins entrepris. C'est-à-dire que pendant mon BTS, arrivé à la fin de mon BTS, j'ai commencé à vendre des produits sur Internet, en fait sur eBay. Et c'était un peu particulier. En fait, j'ai rencontré un ami à l'époque, son père faisait ça, et on s'est mis à le faire tous les deux. Et on partait en fait en région parisienne, donc c'était à 1 heure et demie, tu vois, à peu près de voiture. Et on allait sur des grosses foires à tout, acheter des produits d'occasion et les revendre en fait sur eBay. Et c'est-à-dire que sur eBay, on prenait toutes les ventes terminées en fait dans la semaine. On regardait tous les produits qui avaient fait des bons résultats, mais on a abordé en fait les choses un petit peu différemment. T'as des gens qui font ça souvent, tu sais, un petit peu en mode brocanteur ou des choses comme ça. Et nous, pas du tout. En fait, l'idée c'était simplement de trouver des produits qui se vendaient. Donc on a vendu, par exemple, t'as eu un plein boom il y a quelques années des yaourtières qui sont revenus dans les magasins. Je pense que c'était dû au fait sur eBay qu'on en vendait énormément. On a acheté tout ce qu'on trouvait, tu les achetais 1 € en foire à tout et ça se vendait 70 80 € au début, et puis bon, plus on en a vendu, plus ça finissait par plus faire que 20 ou 30, mais en gros voilà, c'était le premier vraiment vrai entrepreneuriat, parce que ça a passé, enfin moi j'ai passé la barre des 100 colis par semaine tellement ça avait pris de l'ampleur, enfin tu vois, c'est devenu une vraie petite entreprise à côté du boulot en fait, tout simplement, à cette époque-là. Et tu avais déjà à l'époque le souci ou la conception comment dire, d'avoir une société, de déclarer, d'avoir parce que 100 colis par semaine, tu devais faire un certain chiffre. Est-ce que tu avais trouvé un statut? Comment tu t'étais pris pour cet aspect-là?
Alors en fait, j'ai arrêté au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait être professionnel pour faire ce genre de choses. J'avais un compte à plus de 8000 notes, tu vois, sur eBay, et ça représentait quand même un certain volume. Et voilà, je peux en parler ouvertement. Maintenant, les prescriptions, hein, c'est trop vieux. Mais, mais effectivement, à l'époque, je me suis pas déclaré de grand chose. Et justement, j'ai stoppé parce que ça devenait dingue. En fait, c'est que j'ai passé tellement de temps à ça à côté de mon job que mon job se retrouvait, enfin, pas vraiment délaissé, mais par contre, beaucoup de fatigue. J'ai fait 2 fois des tonneaux avec des voitures de société la dernière année où j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant 2 ans, mais la deuxième année, j'ai fait 2 fois des tonneaux. Je me suis endormi au volant 2 fois. Donc, tu vois, pas très bien. Je m'en suis très, très bien sorti, mais pas les voitures. Ces 2 fois. Et en fait, j'ai stoppé à la suite de ça et j'ai fait mon premier investissement immobilier, en fait. D'accord. Donc là, premier investissement immobilier, t'as quel âge? Alors moi j'ai acheté mon premier bien du coup à 22 ans. À la suite, ça s'est pas tout à fait suivi entre eBay et ça, ça s'est fait un petit peu en même temps, mais eBay s'est retrouvé un peu lâché quand je suis arrivé avec ce projet qui avançait énormément. Et si tu veux, en fait, à l'époque, moi, j'avais personne pareil dans l'immobilier pour me conseiller spécialement. Et pour moi, je pensais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec de la location. C'est-à-dire que pour moi, si tu gagnais de l'argent avec l'IMO, c'était un achat-revente, en fait, tout simplement. C'était de faire une plus-value. Donc, j'ai acheté une résidence principale que j'ai fait construire avec des choses à finir, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait faire une maison hors d'eau, hors d'air. Et à la fin, ça faisait une maison qui faisait près de 140 mètres carrés habitables. Et ça a permis de faire une belle plus-value. Ça a duré quand même pas loin de 3 ans, ce projet-là, c'était un peu long. J'y ai beaucoup mis la main à la pâte, c'est-à-dire que pareil, à l'époque, le fait de sous-traiter, de tout ça, c'était pas forcément l'idée. J'ai sous-traité quelques petites choses, mais j'avais l'impression que si je payais un artisan, mon temps valait beaucoup moins cher. Voilà, bref, des croyances limitantes qui ont beaucoup évolué avec le temps. Mais en tout cas, voilà, c'était mon premier achat, c'était je dirais la deuxième expérience quelque part entrepreneuriale, même si c'était pas du tout vu comme ça à l'époque. Et t'avais quel âge du coup? C'est en quelle année cette affaire? Alors, 22 ans, alors j'ai plus exactement l'année en tête, là, comme ça, Donc t'avais pris de 22 ans. court, mais voilà, j'avais 22 et ça a été vendu à 25. Et en fait, à 26, j'ai monté une start-up, tu vois, pour te dire un petit peu le cheminement. D'accord. Donc ce premier achat, c'était ta résidence principale, mais c'était dans l'objectif vraiment de faire un aller-retour, quoi, de faire un achat-revente. Oui, tout à fait. Ok. En fait, si tu veux, à la base, en plus, cet aller-retour, il était un peu particulier. C'est que je voulais investir, je savais où je voulais investir à la base. J'avais pas le budget pour investir ce que je voulais là où je voulais. C'est vraiment parti de ça. Et à 22 ans, bon, tout le monde court pas. Bon, même si aujourd'hui c'est encore un peu différent, mais je peux te dire enfin, ça fait un peu vieux de dire ça, mais tu vois, il y a 12 ans, c'était encore, parce que ça, c'était il y a 12 ans, donc il y a 12 ans, c'était encore un petit peu différent, même je trouve. C'est vrai qu'il y a une approche, en tout cas, je croise beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui sont motivés par l'achat IMO, par tout ça, mais il y a 12 ans, ça l'était encore beaucoup moins. Et il y a 12 ans, en fait, quand j'ai fait ça, c'est parce que je voulais investir à un endroit, j'avais pas le budget pour, je me suis dit, bah, je fais un aller-retour sur une maison avant, j'encaisse une plus-value et je vais aller acheter là où j'ai envie, en fait, tout simplement. Ok. Et du coup, c'était sur la région de Rouen, enfin, cet C'est ça, achat-revente? exactement. En fait, je suis parti un petit peu en campagne, sans aller trop loin en campagne, tu vois, mais en gros, moi, je voulais être, parce que si tu veux, pour moi, c'était, et ça l'est toujours, je trouve ça super cool de vivre en ville, d'avoir tout à pied, enfin voilà. Et du coup, je voulais vivre en ville, et si je voulais une maison un peu sympa en ville, bah, mon budget de l'époque était pas du tout suffisant. Si tu veux, il fallait 300 000 euros pour une maison, et la banque déjà sans apport, parce que j'avais pas d'argent de côté, donc sans apport, je crois qu'ils m'ont prêté 160 000 euros à l'époque, c'était un maximum qu'ils acceptaient de me prêter. Donc cette maison à l'époque, quand tu l'as faite, autour de 160 000 en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et j'ai revendu, j'ai pris 40 000 euros de plus-value. Et il y a eu un incident avec un premier couple qui avait acheté la maison, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon le podcast va faire des heures. Mais en gros, ils ont fini au tribunal et 2 ans après, j'ai repris 20 000 euros. Ah ouais, bien, nickel. Ouais, ils ont cherché un vice de quelque chose et puis en fait ça n'a pas marché et puis t'as récupéré encore. Ouais, enfin c'était même pire, c'est qu'ils ont fait les morts, ils ont pas eu leur crédit, ils ont fait les morts, Ah oui, ça a d'accord. été Ok, voilà, un peu d'accord. particulier. Super. Donc du coup, 26 ans, tu dis allez, maintenant je fais une start-up quoi. Alors, c'est un peu particulier, c'est que donc quand j'ai quitté mon premier job d'assistant acheteur, que j'avais fait en BTS et il m'avait embauché derrière, je suis entré dans une boîte qui faisait à l'époque qui bossait dans les télécoms et qui était plus ou moins un peu dans les nouvelles technologies, etc.
J'y suis pas resté très longtemps, j'y suis resté une année parce que j'ai eu une opportunité de rentrer chez Renault Trucks en fait pour vendre des camions, tu vois. Et donc Des télécoms, qui n'avait rien à voir. des télécoms, tu passes au camion, toi. Voilà, je suis passé au camion, tu vois. Mais par contre, excellent parce que produit super technique, enfin voilà, très 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 bon job que j'ai vraiment adoré parce que tu vois du suivi client, enfin voilà une manière d'aborder les gens où voilà le réseau prenait toute sa dimension, pas du tout comme dans les télécoms où tout allait très vite, c'était toujours du nouveau client, enfin c'était un peu particulier comme métier de commercial. Et donc bref, donc j'ai fait ça et dans l'entrefaite, ben, j'avais un ami que j'avais fait rentrer dans cette boîte de télécom qui était lui technicien hyper technique en termes d'informatique, tout ce domaine à l'époque. Et en fait, cette boîte, ils avaient un concept qui était, à notre sens, pas tout à fait bon. Et en fait, on s'est dit, bah, nous, on va se lancer et on va monter un truc, voilà, avec. Alors, je vais pas rentrer pareil dans le détail parce que c'était assez technique, mais en gros, si tu veux, l'idée c'était de faire un peu comme Free a fait avec les particuliers, avec les professionnels en fait, d'amener des coûts téléphoniques vraiment pas chers en passant par de la voix sur IP, etc., etc. Et donc on a monté cette structure là, donc à deux. Et bah, j'ai lâché un job où j'étais plutôt bien rémunéré, parce que je gagnais entre 2500 et 3000 euros par mois, pour partir dans une aventure entrepreneuriale. Euh, voilà, c'était peut-être pas le meilleur choix à l'époque, mais maintenant je le dis, c'était le meilleur choix. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pendant un an ou deux, je me suis pas demandé où j'allais parce que c'était hyper motivant. Mais c'est sûr en termes de rémunération, etc., quand on se lance un petit peu à l'arrache, ça peut être des fois compliqué. Ouais, bien sûr. Tu disais, donc c'est intéressant hein, pour les auditeurs, c'est que c'était finalement sur une opportunité, c'est-à-dire tu as décelé un marché potentiel en étant salarié, donc sur un concept, on va dire, un peu concurrent ou en tout cas dans la sphère de ce que tu faisais déjà, et c'est ça qui t'a donné en fait cette vision de cette opportunité, tu l'as eu à ce moment-là, et c'est là que tu as décidé de sauter le pas. Tout à fait, exactement, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'on avait la possibilité, parce qu'à l'époque, pareil, pas spécialement d'argent d'avance, pas du tout une gestion, tu vois, enfin, j'avais jamais lu Robert Kiyosaki à l'époque, je connaissais pas, et donc, si tu veux, bah, pas forcément d'argent d'avance, donc il en fallait un peu. Donc, j'ai découvert qu'on avait des systèmes en France qui étaient quand même très bons pour pouvoir entreprendre, donc notamment l'ACRE, le fait de pouvoir. Donc, je me suis arrangé avec ma boîte de l'époque pour faire une rupture conventionnelle. Et ensuite, je me suis lancé, enfin, on s'est lancé. Mon collègue a fait la même chose. On a réussi à soulever un peu d'argent et puis, bah, c'était parti, quoi. On était parti dans notre aventure. Alors, ça a été une aventure hyper enrichissante parce qu'on est passé en 2 ans de temps, on est passé de zéro à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, on est passé à plus de 10 salariés, mais tout dans l'état d'esprit start-up, ça va très vite. On mangeait beaucoup d'argent à l'époque par rapport à ce qu'on faisait, mais on faisait du chiffre hein, quand même en face. Et puis bah, une équipe ultra jeune, enfin voilà, c'était voilà, ambiance start-up quoi. Ouais, bah, donc une super expérience. Et bon, moi je sais, j'ai le souvenir vaguement de comment ça finit. Ça finit avec un atterrissage forcé, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, au bout de 4 ans et de manger plus d'argent qu'on gagnait parce qu'on était sur des nouveaux concepts, beaucoup de recherche, beaucoup d'investissements, on s'est retrouvé à court de liquidité et obligation d'aller faire un tour au tribunal de commerce pour faire bien les choses. Et là, je t'avoue que c'est particulier parce que, en fait, une entreprise, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas connu forcément d'échecs qui nous écoutent, ils se rendent pas forcément compte, mais en fait, une entreprise, c'est très facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, je trouve, à démarrer. C'est-à-dire que finalement, créer une structure, partir sur quelque chose, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, arrêter quelque chose, une machinerie qui est en route, ça l'est beaucoup plus. Et c'est vrai que surtout quand il y a des salariés et que tu as emmené tout le monde avec une certaine motivation et que tu vas les voir en disant bon bah le tribunal a statué, on est liquidé, c'est assez particulier. Mais c'est une grosse expérience de vie. Ouais, bien sûr.
Bien sûr. Et ça s'est bien passé humainement, je veux dire, cette liquidation par rapport aux gens que tu avais justement dans la boîte, les salariés. Du coup, tu as suivi, tu t'es impliqué un peu dans l'après de ces gens-là ou pas? Tu as eu des retours, tu as gardé contact? Bah, le système français est quand même plutôt bien fait pour les gens parce qu'on avait des gens qui étaient plutôt très qualifiés chez nous. J'avais amené une grosse, que ce soit les forces de vente ou les forces techniques, les gens avaient quand même appris beaucoup de choses chez nous. Donc tout le monde a retrouvé des jobs très vite. Ils sont tous partis avec des primes qui sont pas mauvaises parce que voilà, le système français est quand même plutôt bien fait en cas de liquidation vis-à-vis des salariés. Voilà. Après, j'ai pas gardé le contact avec tout le monde parce que dans ce genre de moment, mais sinon ça s'est super bien passé. Je me suis entendu moi avec tout le monde jusqu'au bout. Après, tu sais bien ce que c'est comme quand tu quittes une entreprise, tout le monde dit ah super, on prendra des nouvelles pendant 10 ans ensemble, et puis finalement 80% ou 90% des gens, il y a plus spécialement de nouvelles qui sont prises assez rapidement. Mais en tout cas, et puis bon, je suis reparti sur d'autres choses. Tu sais, un besoin aussi de tourner un petit peu la page dans ma tête, parce que t'as deux choix en fait quand dans ce genre de moment, surtout que la grosse problématique pour moi d'une liquidation, c'est que même si t'as fait les choses proprement, t'as un certain délai pendant lequel tu vas être jugé en fait tout simplement, et ce délai il est finalement court peut-être dans l'état d'esprit de la justice, parce que c'est à peu près 2 ans à 3 ans, mais en fait c'est hyper long quand t'es entrepreneur et fonceur, c'est-à-dire que forcément moi personnellement ça s'arrêtait, mais c'était pas c'était une aventure entrepreneuriale qui s'arrêtait, mais c'était pas mon aventure entrepreneuriale qui s'arrêtait. C'était forcément mon idée, elle était de rembrayer tout de suite et de refaire d'autres choses tout de suite. Je voulais surtout pas repartir salarié. Alors que, ouais, concrètement, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que quand tu te casses, pour parler crûment, quand tu te casses la gueule chez nous en France, souvent effectivement, t'as tendance un peu à être mis au placard, mis au rebut en disant, bah c'est le mec qui s'est planté quoi. Alors que tu prends chez les Anglo-Saxons, souvent c'est pas grave quoi. Un échec c'est une expérience et ça dépend après si tu sais rebondir ou pas. T'as souvent des mecs qui te racontent qu'ils sont à 10 liquidations, 10 échecs avant d'avoir au 11e il cartonne. Je cite souvent l'exemple du mec qui a fait GoPro, je crois qu'il en était c'était sa 10e ou 11e cartouche quoi. C'est énorme, c'est énorme, j'avoue, ouais. Je ne connaissais pas le GoPro, je vais aller voir Ouais, bah, d'ailleurs. tu regarderas, je crois que c'est dans une interview Forbes, si je dis pas de bêtises, où il explique que je crois que quand il lance GoPro une énième fois, sa femme lui dit bon par contre là, enfin tu passes le cap des 30 ans, faut faire les choses, faudrait peut-être penser à te stabiliser un petit peu parce que c'est bien, t'as tenté, tu vois, je dis une connerie, c'est parce que je sais plus ce qu'il avait tenté, mais genre peut-être les bars à salade le mois dernier, puis le mois d'avant il avait fait je sais pas les vidéocassettes quoi. Et elle lui dit bon c'est quoi cette énième idée quoi. Et bon bah c'était enfin la bonne, c'était enfin le bon marché, la bonne boîte. Mais il dit j'ai eu raison de persévérer, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et chez nous, comme tu le dis très justement, je pense qu'effectivement t'as cette partie où t'as un peu l'impression d'être mis dans un placard, même au niveau financier quoi. Je pense que les mecs te regardent en se disant mais attendez vous venez déjà de nous planter une fois, pourquoi ce coup-ci ça serait meilleur que la fois d'avant quoi. Oui, c'est clair. En plus, c'est un peu ça, c'est-à-dire que, ce qui est un sketch, c'est que j'ai réussi à soulever des crédits financiers parce que dans l'entrefaite, j'ai investi dans l'IMO et j'ai continué à investir. Mais c'est vrai que c'est assez fou, c'est que j'ai réussi à soulever des crédits, mais normalement, j'étais blacklisté. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai eu la chance d'avoir une banque qui a pas été regardée en fait. Je pense qui a pas fait d'études plus poussées, parce que sinon j'étais normalement blacklist pendant la durée jusqu'à ce temps que le jugement soit prononcé. Donc bon, heureusement j'ai pas eu de. Et en fait, si tu veux, en gros, comme on a liquidé avec un peu de dette bancaire, etc., j'avais un risque important, et moi mon réflexe ça a été justement de dire bah attends, s'ils viennent me chercher dans l'entrefaite, j'aurais refait suffisamment d'argent pour pouvoir payer ce que je peux devoir quoi. D'accord. C'était un peu l'idée. Parce que juste, alors on va pas épiloguer là-dessus, les gens regarderont si ça les intéresse, mais en termes de structure, vous étiez quoi? Vous étiez en SAS? SARL SA. à l'époque. Et donc, alors moi je suis pas spécialiste non plus, mais vous étiez solidaire des dettes contractées par la société? En fait, non, mais en gros, enfin, on va rentrer dans les choses un peu juridiques. Mais en gros, si tu veux, même si j'avais quelques engagements personnels, mais qui étaient pas énormes, que j'ai soldé très vite. Ça, c'était pas un Bref, souci en soi. il y avait probablement, enfin on va pas dépiloguer, mais probablement qu'il y avait effectivement plus ou moins sur un aspect ou un autre, quelque chose qui te faisait penser qu'il pouvait venir éventuellement te demander des liquidités ou de l'argent en plus, quoi. Ouais, en fait, j'avais pas. En fait, si tu veux, c'est simple, hein. En France, pour faire en 2 mots, ça va être beaucoup plus clair pour les gens qui nous écoutent. En gros, tu as ce qu'on appelle, c'est une société à responsabilité limitée. On te la vend toujours de cette manière-là.
mais en réalité, ou une SAS, pareil, tes responsabilités sont limitées. Mais en réalité, tout tribunal peut, si il juge qu'il y a eu une faute de gestion, en fait, venir te rechercher sur tes biens propres sans aucun souci. J'en avais pas fait spécifiquement, mais en fait, une faute de gestion, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que c'est en gros, c'est des décisions de justice. Donc, c'est-à-dire en gros, c'est un avocat en gros, tu as quelqu'un qui est payé qui est le liquidateur judiciaire pour s'occuper de la structure. Et si lui, il juge qu'il y a quelque chose, en fait, il peut faire une demande spécifique. Et si tu veux, étant ma première liquidation, ayant pas et puis heureusement jusqu'à maintenant la dernière, et j'espère que ça continuera comme ça parce que c'est quand même pas une expérience très cool à vivre. Mais si tu veux, en fait, tu l'as quand même cette petite épée Damoclès parce que tu sais qu'à un moment ou un autre, tu passeras devant le juge et tu te dis, mais on sait jamais, il y a peut-être une petite chose que j'ai fait qui allait pas, qui fait que etc., etc. Donc dans ce genre de moment, évidemment, toujours bien s'entourer, etc. Bon, fort heureusement, il n'y avait pas tout ça, ça s'est hyper bien passé, mais tu l'as forcément, c'est-à-dire que tu vas te coucher pendant les 2 ans ou les 3 ans à attendre, tu l'as au fur et à mesure, tu l'oublies, mais tu l'as toujours un petit peu à un endroit dans ta tête en te disant, on sait jamais quoi, ce qui peut se passer quoi. Ok. Donc cette aventure, elle dure 4 ans, donc ça nous amène de 26 à 30 ans si j'ai bien suivi. Et pendant ce temps-là, tu dis, tu as réussi, tu as continué tes investissements immobiliers, puisque nous, moi, si je fais la chronologie, à 26, tu venais de finir ta RP, et en fait, tu avais fait ton achat-revente. Et du coup, pendant ces 4 ans de cette aventure entrepreneuriale, tu as investi en IMO. Voilà, j'ai fait une RP à nouveau en achat-revente, parce que ça s'était bien passé la première fois, donc il fallait continuer. Et puis j'ai découvert le locatif et j'ai commencé à investir dans du locatif. Et en fait, c'est ça qui m'a un petit peu sauvé d'ailleurs, enfin sauvé, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu veux, tu connais le truc, hein, quand tu es entrepreneur, tu connais une liquidation, tu as le droit à zéro, t'as pas le droit à du revenu. Et à ce moment-là, en fait, comme j'avais des investissements locatifs, j'ai utilisé un truc magique qu'on a dans les crédits, qui est le stop crédit. Et j'ai fait un stop crédit pour pouvoir, en fait, sur mes investissements en cours, pour tout simplement générer du cash pour pouvoir rembrayer, en fait. Tout simplement. Et sans rentrer dans des considérations importantes, mais sur une durée de 4 ans, alors quels étaient déjà tes revenus un peu, toi, en tant que patron de cette entreprise, pour donner un ordre de grandeur, hein, pas forcément le chiffre exact, mais... Je prenais entre 3000, enfin en fait ça dépendait des moments, parce qu'au début forcément beaucoup moins, mais au meilleur moment on a pris pas loin de 5000 euros, quoi. C'est à peu près ça dans les revenus. D'accord. Et t'as dû attendre tes 3 bilans pour pouvoir faire tes achats déjà ou pas? Non, j'ai réussi à chaque fois moi à soulever de l'argent. En général avec un bilan, j'ai toujours à peu près réussi à soulever de l'argent. Parce que même une fois cette société liquidée, j'en ai remonté une autre, on en parlera après, mais pareil, avec un bilan, j'ai réussi à continuer à soulever de l'argent auprès des banques. Après, il y a une chose qui est hyper importante, c'est les dossiers en fait qu'on monte, les bilans aussi qu'on présente, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai monté des structures, ça a toujours marché tout de suite, et j'ai toujours réussi à présenter des bilans qui étaient pas mauvais d'entrée de jeu aux banques, quoi. Et qu'est-ce que t'achetais comme type de bien sur ces 4 années? T'as fait quel type d'achat locatif? Ça a été plutôt des petites maisons de ville en fait à ce moment-là. En fait, j'ai pas cherché. En fait, j'ai cherché la rentabilité, mais aucunement. C'est-à-dire que si tu veux, tu sais, c'était un peu évolution du cerveau, quoi. Premier achat que je fais un achat-revente parce que j'ai l'impression qu'on peut gagner de l'argent que comme ça. Et par la suite, je croise un entrepreneur en fait qui me dit qu'il investit dans l'immobilier et puis qui me dit bah non mais c'est cool en fait comment dire, un locataire peut payer ton crédit, quoi. Et en fait, ça a fait tilt dans mon cerveau, je me suis pas mal intéressé. Et à ce moment-là, en fait, pour moi, il fallait qu'un locataire paye mon crédit. Mais tu sais, j'allais pas gagner de l'argent, quoi. Et donc, j'ai investi de cette manière-là. T'étais au niveau 1 du processus, quoi. C'est-à-dire, t'étais en version C'est ça. 1.0, tu te dis, une opération blanche, c'est il paye le crédit, quoi. Tu t'occultais les charges, les à côté, la taxe foncière, etc., quoi. Alors, non, 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 j'ai quand même été, enfin, si tu veux, j'ai été rentable, c'est-à-dire que c'était en gros, c'était de l'autofinancement, Opération tout blanche, quoi. payé, mais il me reste rien. Voilà, c'est ça. En Opération gros, blanche, ouais. c'était l'idée. D'où l'idée du stop crédit, en fait, pour pouvoir justement générer du cash, parce que comme ça générait pas spécialement de cash ni de revenus, il fallait trouver, quoi. D'accord. Donc à ce moment-là, quand tu achètes, et dans la société, tu dis pas que la société va tomber, tu achètes en te disant, voilà, dans 15, 20 ans, 25 ans, en vue que c'est des opérations blanches, ça sera autofinancé et donc ça me fera des revenus, mais seulement à l'échéance.
Oui, voilà, c'est ça, Ok. exactement. En gros, tu sais, préparation de retraite. De toute façon, état d'esprit entrepreneur, mon entreprise durera toute ma vie ou pas, mais de toute façon, je ferai autre chose. Mais je comptais absolument pas là-dessus pour gagner de l'argent. Mais en fait, j'avais même pas la notion, si tu veux, donc je pouvais gagner de l'argent avec ça. Puis si tu veux, c'est toujours pareil. Moi, je trouve enfin, ça a toujours été ma manière de faire. Tu trouves un système, tu vois un système qui marche, et après tu le dupliques. Et si tu veux, j'ai fait une opération, j'ai acheté 2 petites maisons de ville qui s'autofinançaient. Bon, bah, ça a marché, bah, j'ai dupliqué, en fait. Je me suis pas posé la question, j'étais dans l'état d'esprit de mon entreprise. Voilà, c'était là-dessus que je gagnais de l'argent. Ensuite, l'immobilier, tant mieux, si je peux en faire, et tant que la banque est à peu près OK pour me suivre. D'ailleurs, ils m'ont pas suivi, j'ai eu 2 refus de prêt la dernière année de mon entreprise que j'ai fermée. Et j'ai pas pu investir cette année-là. Mais sinon, voilà, tant que c'était possible, on y allait. Ok. Une fois la société donc fermée, tu dis que bon, tu as eu 2-3 années un peu de passage à vide, tu as réussi à recréer quelque chose. Tu recrées ça quoi donc? Alors non, j'ai même pas eu 2-3 années de passage à vide. C'était théorique, ouais, ça devait être J'ai voilà, en fait, ce que j'ai fait, si tu veux, c'est que il y avait effectivement 2-3 années qui allaient être compliquées, mais justement, moi, je me suis dit, bah, je m'en occupe pas, je l'ai dans un coin de la tête, c'est pas agréable, mais je vais embrayer. Et ce que j'ai fait donc un peu avant donc peut-être 6 mois avant de liquider, c'était pas prévu spécialement, mais j'avais déjà, en fait, parce que ça a été très vite en fait. Donc quand on a liquidé, ça a été très très vite. C'est en gros, la décision a été prise et un peu forcée, et un mois après, l'aventure s'arrêtait quoi. Mais 6 mois avant ça, j'avais ouvert une petite boutique dans laquelle j'avais mis un salarié, qui était une autre forme, tu vois, d'investissement dans la cigarette électronique en fait. C'était le tout, on va dire à peu près pas le tout démarrage, parce que j'exagère de dire que c'est le tout démarrage, mais il n'y avait pas beaucoup de boutiques en France. Et moi, je croyais beaucoup à ce concept. J'avais essayé, même si c'était pas terrible à l'époque, c'était un peu particulier. Ça m'avait beaucoup plu, et je me suis dit, bah tiens, je vais ouvrir un magasin de ça, on verra bien ce que ça donne, quoi. Donc ça a été un petit peu, enfin en fait, avec l'investissement immobilier, c'est quand même quelque chose qui m'a permis, mais je pouvais pas prendre grand chose à l'époque parce que ça avait 6 mois d'activité. Donc si tu veux, si je prenais 500 euros par mois peut-être de revenus dessus, c'était bien. Mais voilà, ça plus le stop crédit, ça a fait que j'ai pu soulever plus de fonds, et en fait j'avais donc ce concept dans les mains qui marchait pas trop mal, même si c'était pas la folie. Et je me suis dit, bah, je vais multiplier les points de vente. Et donc, j'ai ouvert un deuxième point de vente assez vite, quoi. tes points de vente quand tu lançais ces commerces, c'est toujours resté sectorisé sur Rouen. Enfin, je veux dire dans tes investissements locatifs, dans ton point de vente boutique électronique de Tout cigarettes. à fait. Ok. Exactement. Secteur que je connais, réseau que je connais, les bonnes personnes que je connais autour de moi. Donc, on y va, on continue dans ce secteur. Ok. Et donc, ça nous amène où tout ça? Tu as continué là-dessus? T'as fait d'autres? Alors, alors, ça nous amène, en gros, à il y a 2 ans. D'accord. Donc ça fait 2 ans en gros d'entrepreneuriat. Donc il y a 2 ans, en gros, j'ai plus ou moins une décision de justice en ma faveur. Euh, et là, en fait, je décide de mettre les bouchées quadruples. Bah, on bouge sur l'immobilier, on bouge en fait, sur les différents leviers que j'avais à ma portée, sur les magasins de cigarettes électroniques, et surtout, je lance une activité sur Internet. Je commence à poster des vidéos sur Internet, d'où l'activité d'infopreneur d'aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'est janvier 2017, la première vidéo postée sur Internet. Et à ce moment-là, donc pour résumer, donc tu avais déjà tes investissements locatifs, donc on va dire qu'ils étaient à l'équilibre. Tu avais les magasins de cigarettes électroniques, donc à hauteur de quoi? De 2. Et tu as la décision de justice, c'est celle, tu fais référence, c'est sur l'histoire de la résidence principale où tu reprends 20 000 en fait. Euh, alors non, 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 pas du tout. Ah, C'est par rapport justement à mon histoire de liquidation. d'accord, par rapport à la Exactement. liquidation. D'accord. C'est ça. Et en fait, dans l'entrefaite, donc un an après, enfin un petit peu moins d'un an, 6 mois après ma liquidation, j'ai réussi à soulever de l'argent en banque, et pour de l'investissement locatif. Et c'est là où parce que en fait, dans l'entrefaite, juste après ma liquidation, j'ai lu La semaine de 4 heures, Tim Ferriss. J'ai compris plein de choses. J'ai lu Kiyosaki. Je me suis mis à dévorer des bouquins. Tu avais du temps, quoi. Et
Pardon? T'avais du temps finalement, cette liquidation, ça t'a donné du temps. Ouais, c'était pas mal. Puis je l'ai pris de toute façon, mais si tu veux, c'est vrai que c'était un monde que je connaissais pas, tu vois. Et ça m'a donné vraiment, enfin, ça m'a énormément aidé au niveau du cerveau. Et notamment, donc, là, j'ai compris qu'avec l'investissement IMO, je pouvais vraiment gagner de l'argent, tout ça. Et là, en fait, je me suis mis à investir. J'ai fait de la LCD et du meublé, en fait. D'accord. Et j'ai été soulever tout ce que je pouvais jusqu'à temps d'avoir du refus bancaire, en fait, tout Et ça, simplement. ça, ça, c'est sur quelle période alors? 2015, Donc, 2016? c'est assez court, hein. C'est 2015, ça doit être ça, 2015, 2016, 2017. Ouais, sur 3 ans, en fait, après la boîte, tu investis tout J'envoie azimut tout ce que je peux. sur de la location, mais de la location pour le coup rentable avec du cash flow positif, quoi. Exactement, c'est l'idée. Ok. Tout ce qu'ils ont voulu me prêter, il fallait les soulever. Toujours ton secteur ou Et tu vas sur d'autres secteurs? toujours, D'accord. toujours mon secteur que je connais très bien. En fait, là, mon secteur, on pourra en parler si tu veux, mais je l'ai un petit peu avec justement avec Internet, tout ça. Je pense que j'y ai pas mal participé parce que j'ai des amis qui sont marchands de biens, enfin bref, j'ai pas mal de, j'ai un assez gros réseau et on a pris quasiment sur des grandes, enfin quand on a acheté des lots en surface importante, on a pris presque 1000 € du mètre carré là depuis 3 ans à peu près dans ma ville et ça devient vraiment compliqué et donc là je suis en train de sortir justement de mon réseau pour 2000, enfin de mes habitudes pour 2019 mais je pense que j'ai beaucoup marketé ma ville sans le vouloir sur internet et il y a beaucoup de gens qui sont allés voir beaucoup d'agents IMO en disant ah c'est super je vais faire de la location courte durée à Rouen etc et la ville est beaucoup moins attrayante aujourd'hui qu'il y a 3 ans en arrière, par exemple. Même si ça, il y a des choses encore bien à faire, mais les prix sont beaucoup montés. Ouais, mais t'es pas le seul, t'es pas le premier gars qui fait de l'infoprenariat, qui effectivement, à force de parler de son secteur, en fait, a attiré d'autres personnes ou des gens d'ailleurs qu'il a en clientèle sur un secteur donné, et qui du coup a un peu modifié l'offre locative, enfin l'offre d'achat sur un secteur donné, quoi. C'est pas la première fois que j'entends une histoire un peu comme Complètement. ça. Ok. Tes biens, tu les détiens globalement, tu les détiens en nom propre, tu les détiens en SCI. Quelles sont tes méthodes d'acquisition? Alors, ça a été jusqu'à maintenant non propre, non propre, non propre, parce que l'idée, en fait, moi j'ai une stratégie un peu particulière, c'est de faire de l'achat-revente moyen terme, c'est-à-dire acheter, exploiter de manière rentable et revendre en fait pour encaisser une plus-value. Et donc là, à partir de 2019, je m'attaque vraiment à du patrimonial, je monte une SCI et là, je vais vraiment commencer à acheter des biens long terme en fait. D'accord. Et du coup, tu as déjà pris des arbitrages sur ce que tu as déjà acheté par rapport aux encaissements de Euh, plus-value? oui, j'ai déjà arbitré et j'ai fait des belles plus-values déjà depuis un petit moment. En fait, là, ma force à aujourd'hui, c'est que j'ai quand même une très très belle trésorerie, tu vois, donc ça me permet de pouvoir vraiment aller chasser haut de tableau et ça va être l'idée là. Cette année, on va montrer enfin, je vais montrer des beaux investissements normalement sur Internet. On devrait faire des choses vraiment sympas. Bon, alors tu t'en doutes, hein, les auditeurs aiment bien les métriques, aiment bien les éléments de comparaison. Ouais. Tu gardes évidemment des choses pour toi, si bien évidemment tu es libre de donner des indications. Mais quel est, alors sans rentrer dans les détails, sans dire combien tu as de biens, etc. Mais sur la location courte durée ou que ce soit sur l'investissement classique, depuis 2015-2016, là, depuis ces années-là, qu'est-ce que tu dégages par bien? Quels sont à peu près le montant des opérations réalisées? Pour en citer une, pour en donner un exemple un peu pour donner une idée aux gens. Alors, une des plus, enfin, une chose, un appartement vraiment sympa que j'avais fait, c'est j'avais un appartement meublé, conservé. Donc, alors lui, il avait été encore fait dans l'époque où je gagnais pas forcément beaucoup d'argent chaque mois. Mais par contre, bon, il y avait petit cash flow, je sais pas, ça devait faire peut-être 50 € par mois. Par contre, revente au bout de 6 ans, et au bout de 6 ans, donc c'était un bien que j'avais acquéri 60 et quelques mille euros et revendu 120 000 €. Donc il y a un peu de taxation à la plus-value, hein, il faut rester. 34% sur ton nom propre, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça exactement. En gros 30% exactement. Même si on a un peu de choses à déduire, donc je dirais que c'est plutôt 25, mais voilà. Mais dans l'état d'esprit exactement, c'est ça. J'ai payé à peu près 25% de ces 60 000 en plus-value. Mais t'avais fait une réno dans ce truc, c'était un taudis. Oui, il y avait des travaux. En fait, moi, c'est vraiment ma spécialité, c'est d'acheter des biens dont pas grand monde veut, et avec beaucoup de travaux, et de faire les travaux, et de conserver, en fait.
et de revendre plus tard. Faire les travaux, donc ça sous-entend que maintenant tu es sur un secteur donné, donc depuis les gens te connaissent et t'as ton réseau de gens qui font les travaux régulièrement pour toi. Mmh. Comment tu arrives à faire cette maîtrise des travaux? Est-ce que tu observes des prix à peu près standards? On dit par exemple 1000 euros du mètre carré, une grosse réno, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois redondantes ou pas? Alors, c'est vrai que comme je fais faire pas mal de travaux, tu sais, entre les magasins, entre les locations, j'ai aussi amené pas mal de monde à pas mal d'artisans du fait de mon activité internet. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'arrive à faire des rénos en gros à peu près à 500 euros du mètre carré sur des choses déjà assez importantes. Enfin, tant qu'on touche pas les extérieurs, les structures réellement. Donc, ce qui est plutôt voilà 500 euros du mètre carré meublé, c'est à peu près ce que j'arrive à sortir sur des petites surfaces par exemple. Donc, on est pas mal du tout Donc quoi. quand tu as une boîte vide, Et pardon, je rebondis là-dessus parce que je sais ouais, que dans les auditeurs, il y en a certains qui ont déjà, tout à fait. il y en a qui débutent, il y en a qui ont une connaissance un peu plus élargie du truc, qui ont déjà quelques investissements. Quand tu as une boîte vide, tu arrives pour 500 euros du mètre aujourd'hui, pour des tas de raisons que tu viens d'évoquer, tu arrives à refaire les cloisons, éventuellement un plancher à reprendre, plus le meuble, plus meublé à la fin. Alors, je vais te donner, par exemple, il y a un projet que je viens juste de finir là, qui par contre lui va être un achat-revente, mais un petit appartement, 30 mètres carrés, donc on est un petit peu au-dessus de 500 sur celui-ci, mais 30 mètres carrés, vraiment en très 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 mauvais état, c'est-à-dire 3 dégâts des eaux, enfin voilà, s'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu, 3 dégâts des eaux, donc vraiment tout pourri, plancher de travers, mais plancher c'était une dalle béton, donc obligé de recouler je sais pas, je crois qu'il y a eu 3 palettes de réagréage de passer à l'intérieur, enfin bref, tu vois, c'est vraiment quelque chose en très 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 mauvais état, et on tient un budget à un petit peu moins de 20 000 euros avec les meubles, avec tout prêt à faire feu. Oui, donc effectivement, 20 000 euros pour 30 mètres carrés, donc tu es plutôt autour de 700 euros du mètre carré. Là on était à 700, mais c'était vraiment vraiment La grosse. vraiment dans un sale état. Il a fallu bouger un peu de poutre, faire des, enfin bref, il y avait un petit peu de boulot. Mais à ce prix-là, on est d'accord, c'est prêt à meubler, mais t'es pas meublé encore. J'étais meublé, Meublé, 700 euros j'ai du mètre meublé, carré, meublé. Ok. exactement. Finition, meublé, prêt à faire feu. Ouais, donc je suis un prix vraiment intéressant. Après, bon, t'es à Rouen, donc c'est vrai que les prix, on va dire Je suis entre pas guillemets, sur Paris. ouais, en province, c'est vrai que c'est sensiblement moins cher. Voilà. Je sais que mes artisans adorent aller bosser sur Paris, tu vois. J'imagine. Euh, ce type de bien, là, tu expliquais que c'est bon. Là, t'as parlé sur 6 ans, t'as fait la revente, mais par exemple, ce 30 mètres carrés, tu le destines à quel type de location? Et est-ce que, enfin, quel était le prix d'acquisition? Quel est le prix de la location? Enfin, c'est quoi un peu Alors, le en prévisionnel? fait, c'est un produit sur lequel il y a déjà une belle plus-value latente de fait, parce que c'est un produit, j'ai dû acheter 57 000 euros, donc pour 30 mètres carrés. On est sur un secteur où on est plutôt à 3 500 euros du mètre carré, on est vraiment, vraiment en emplacement numéro 1. Et donc, ce bien, pour l'instant, il est parti en location courte durée, parce qu'il y a une grosse... en fait, en juin prochain, il y a une grosse manifestation à Rouen qui fait qu'on arrive à vendre des nuits à un prix monstrueux. Ça s'appelle l'Armada, et on vend des nuits. J'ai des nuits même vendues à 900 euros la nuit. Donc, pour l'instant, ce bien, on le conserve comme ça enfin, je le conserve comme ça, mais je pense qu'il va faire l'Armada et après, il sera revendu. Donc, t'envisages même pas de le switcher, de le basculer sur une location classique? Non, je pense pas. En fait, je pense que, bah, si tu veux, tu sais, je t'expliquais un petit peu quels étaient mes projets là pour l'année. Et donc, je pense parce qu'en gros, si tu veux, l'idée, c'est d'aller chasser des projets où on a une véritable différence. Parce que je me suis rendu compte, en fait, en dessous de 500 000 euros, on a, enfin, tout du moins dans ma ville et en province en général, en dessous de 500 000 euros, il y a beaucoup de concurrence. Au-dessus de 500 000 euros, on a beaucoup, beaucoup moins de concurrence. Donc, par contre, au-dessus de 500 000 euros, c'est compliqué d'acheter sans apport. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir pas mal de cash dispo pour pouvoir faire des opérations comme ça. Je comprends. C'est quoi l'Armada comme événement? Parce que pour ceux qui C'est des connaissent pas, bateaux. c'est le bateau. Alors, je suis pas un gros fan de bateaux, mais enfin, Je suis je fan de sais que l'événement pour d'autres raisons. voilà, c'est ça. Mais par contre, ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, dans l'état d'esprit entrepreneur, il y a plein de choses à faire autour de l'Armada. C'est parce que j'ai pas
le temps lui-même, mais moi je pense que j'aurais du temps, j'emmènerais des touristes, j'attraperai un bateau pour la semaine. Enfin, il y a plein de choses. S'il y a des gens qui nous entendent, je pense qu'il y a plein d'idées à avoir autour de l'Armada parce que ça génère vraiment énormément de monde. C'est que tous les 6 ans, en fait, ça dure 10 jours et ils font venir des bateaux de partout à travers le monde et des vieux, je crois qu'on appelle ça des vieux gréements, si je dis pas de Vieux bêtises. gréement, ouais. Voilà, des bateaux militaires, mais énormément de grands bateaux. C'est tellement un événement qui est important pour la ville qu'on a un 6e pont qui a été construit il y a peut-être une dizaine d'années et ils l'ont fait spécifiquement levant. Il a coûté les yeux de la tête, levant pour pouvoir continuer à faire cet événement dans la ville. Et enfin voilà, c'est vraiment un événement, tu peux plus, tu es obligé de te garer en dehors de la ville, c'est impossible d'accéder, il y a des bouchons partout dès l'instant où cet événement est mis en route, tu as des gens qui viennent de partout à travers le monde, j'ai des Japonais qui ont réservé par exemple un de mes logements pour cette D'accord. période. Et quand tu dis 900 € la nuit, bon, ça fait scintiller les yeux de ceux qui font de la location courte durée comme moi. C'est quel type de logement à ce prix-là? 900 euros, c'est un 6 personnes, mais même qui a été réservé pour 4. D'accord. Alors c'est mes nuits les vendus les plus chers. J'en ai parce qu'en fait, si tu veux, je connaissais pas bien le prix parce qu'il n'y avait pas beaucoup de recul. Il y avait beaucoup de gens moi, quand j'ai commencé à augmenter les prix qui étaient encore dans des prix un peu raisonnables. Et moi j'ai mis 450 pour voir et en fait j'ai vendu des nuits 9 mois à l'avance à 450 euros, donc j'ai augmenté. Sur J'ai quelle mis surface? 900. 450 c'était sur du 30 mètres carrés. Ah la vache. Ouais. Effectivement, ouais. Et j'ai augmenté, je suis passé à 900, j'en ai vendu. Donc là en ce moment je suis à 1400, mais j'en ai pas vendu. Pour quelle surface? Pour pareil du 35 mètres carrés quoi, du F2 quoi. Incroyable, Ouais. incroyable. Ouais, c'est génial, Bah, ce qui est monumental. bien, c'est que ouais, en 10 jours, tu payes un an de crédit facile, voire même plus quoi. Moi C'est pas... j'ai raté le coche de la Riders Cup. Ah oui, ça devait être très bon aussi. Ouais. C'était très bon et j'ai raté ce coche donc mais voilà, je serai là pour les JO et d'autres événements, je pense. Ouais, bah, t'as raison. Bah, moi, tu vois, en fait, c'est vraiment un truc sur lequel j'appuie énormément dans les programmes que je peux proposer sur net, parce que j'ai tout un programme, tu sais, sur la location courte durée, et c'est vraiment sur le yield management. En fait, c'est ça qui fait la vraie force pour moi de la location courte durée par rapport à tous les autres modes de location qu'on puisse avoir. C'est que dès l'instant où on applique justement les règles de variation de prix, on change complètement la donne. J'ai sans événement particulier, par exemple, là, au mois de juin, j'ai 4 nuits vendues pour, je sais plus, je crois que c'est 1200 euros. Parce qu'en fait, à 60 km, enfin moi j'ai augmenté ces prix-là de nuit parce que dans la ville du Havre, qui est en gros à 1 heure de route, il y a la Coupe du Monde, tu vois, féminine de foot. Et je me suis dit, bah, ça va peut-être attirer un peu plus de gens dans ma ville. Bon, allez, on augmente, on multiplie par 4 les prix, on verra bien, on les rebaissera en dernière minute. Et bah, ça a matché, tu vois, sur quelques nuits déjà, dès maintenant. Donc c'est que ce sera bon. Maintenant, il y a des événements, je me plante complètement. Cette année, par exemple, à Saint-Valentin, j'avais pas mal monté et je me suis planté complet parce que, enfin pas planté complet, mais si tu veux, en gros, mes nuits ne se sont pas vendues du tout au prix. Là, on est au moment où on fait l'interview, on n'est plus qu'à quelques jours de la Saint-Valentin. Bon, j'ai rebaissé mes prix, on est en classique, quoi. Mais voilà, après, il faut tenter parce que de toute façon, il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de trafic. Donc, quoi qu'il arrive, même si on vend pas nos nuits longtemps à l'avance, parce que souvent ça rassure les gens d'être bookés longtemps à l'avance, mais en réalité, souvent au dernier moment, on loue très bien quand même. Et même si on en loupe une ou deux, quand on a bien appliqué justement des règles justement de yield management, de modification, enfin de mouvement de prix comme ça, on a tellement fait entre deux que les 2-3 nuits vides ne posent aucun souci parce qu'on a loupé le coche, quoi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Bon, tout ça, ça nous amène sur ton activité la plus récente. Comme tu disais, tu avais créé les vidéos IMO début 2016, hein, c'est ça? 2017, ouais, c'est ça, janvier 2017, la première vidéo postée sur YouTube. Alors, quel est le résultat de la première vidéo postée? Quel est le parcours derrière qui s'en est suivi? Alors, beaucoup de travail, parce que YouTube, c'est un monde particulier. J'y connaissais pas grand-chose et j'ai eu une volonté un peu particulière au démarrage de pas forcément trop me former, mais pendant 6-8 mois de vraiment appréhender les choses par moi-même pour comprendre voilà, beaucoup de choses par moi-même. Et par contre, grosse motivation. C'est-à-dire que j'ai fait le premier mois où j'ai posté, j'ai fait 30 jours, 30 vidéos en fait. C'était un défi personnel.
et il fallait que je tienne le rythme. Donc j'ai tenu le rythme. D'ailleurs, si les gens ont envie d'aller voir, je les laisse exprès. Ça montre le niveau que j'avais à l'époque. C'est même presque à rire ces vidéos. Enfin voilà, ça, je pense que c'est une qualité que j'ai, si je peux me mettre une fleur, c'est que je préfère, enfin, je sais très bien faire imparfait et faire, mais ça c'est vraiment important. Je vois beaucoup de gens. J'ai commencé à parler il y a un petit moment d'ailleurs de business internet sur ma chaîne, parce que je trouve que il y a pas mal de choses à apporter aux gens aussi autour de ça. Et j'ai pas mal de gens qui me font des retours et qui osent pas poster des vidéos parce que les choses leur semblent pas parfaites, mais voilà, ça c'est des conneries. Il faut vaut mieux faire de l'imparfait et faire que d'essayer d'être parfait absolument. Et Le donc voilà. mantra du business web, c'est fait vaut mieux que parfait. Ouais, tout à fait. Parce que surtout qu'en plus, parce que personne aime se filmer, hein, je veux dire, même aujourd'hui, j'aime toujours pas me filmer, c'est un peu particulier quand même de se filmer, de se voir. J'essaye au minimum en fait, moi, dans mon équipe, j'ai une personne qui s'occupe de monter mes vidéos et de les mettre en ligne. Et c'est assez amusant parce qu'en fait, je les regarde pas avant, parce que si je les regarde avant qu'elles soient en ligne, je vais lui en faire shooter la moitié. Et, et tu vois, enfin, j'exagère un petit peu, mais tu sais, c'est pas toujours voilà, il y a toujours des petites choses que tu peux mieux faire, et si tu t'attardes là-dessus, bah c'est pas bon, et t'avances pas, quoi. Et donc sinon, effectivement, donc j'ai posté la première vidéo, alors avec forcément un but, c'était de faire de la vente à un moment ou à un autre, mais c'était quand même avant tout vraiment d'aider les gens. C'est-à-dire que si tu veux, un peu dans le cheminement, j'en ai pas parlé, mais ce qui a fait que j'ai gagné vraiment de l'argent en fait dans ma vie, je pense que c'est le moment où j'ai arrêté de courir après l'argent. Tu vois, c'est un petit peu idiot, mais enfin un petit peu particulier, mais c'est quand j'ai compris qu'il fallait apporter de la valeur. Tu vois, par exemple, les boutiques de cigarettes électroniques, ça apporte une vraie valeur aux gens. Il y a un côté où justement les faire arrêter de fumer, etc. Enfin voilà, qui est très bon. Et sur Internet, bah, j'ai commencé par envoyer beaucoup de valeur sans trop me soucier de comment j'allais commercialiser ça. S'il y avait des choses qu'il fallait pas dire, parce que valait peut-être mieux les mettre en payant plutôt que de les mettre en gratuit, etc. Moi, j'ai un peu tout mis en gratuit, enfin mis beaucoup de choses en tout cas en gratuit, sans trop me poser de questions, un peu au feeling de ce que les gens me posaient comme questions. Et puis, à un moment, j'ai un peu tout remis dans l'ordre, et puis j'ai commencé à vendre des formations, et puis à partir dans un côté plus technique, en fait, dans les formations que j'ai pu vendre. Et sur cette activité-là, j'ai mis quand même 8 mois de travail vraiment acharné avant de lancer ma première vente. T'as vendu sur les plateformes classiques, t'as vendu sur ClickFunnels, sur des systèmes C'est ça. d'hébergement, etc. Voilà, en fait, j'ai fait, j'utilise le combo un peu classique qui est ClickFunnels et GetResponse. Je pense que ça parlera aux gens qui font de l'infoprenariat. Voilà, donc j'ai utilisé ça. Moi, j'ai commencé juste par prendre. Alors, ça, c'est toujours amusant, c'est que j'ai eu le réflexe, et je le vois là dans les gens que j'accompagne aujourd'hui qui débutent sur du business en ligne. C'est que souvent ils sont très réticents aux outils. Ils disent oula, attends, c'est $97 par mois, c'est énorme. Ou alors je le comprends complètement, mais à côté de ça, moi qui ai des business physiques, si tu veux, là je viens de monter un nouveau magasin qui a démarré début janvier. J'ai mis 60 000 euros de ma poche dedans, tu vois. Et voilà, un business internet, en fait, ça vaut rien, quoi, à monter. C'est ça qui est complètement impressionnant, c'est qu'avec presque rien, tu peux avoir accès à un trafic gigantesque. Et il faut pas hésiter, pour moi, vraiment à prendre les bons outils tout de suite, parce que justement, c'est hyper dur de migrer d'un outil vers un autre. Une fois que tu as mis en route avec un outil, tu as tous tes tunnels, tes choses qui sont dedans, et voilà, et voilà, bref, ça c'était une petite parenthèse un peu particulière. Juste pour savoir, là, sur 8 mois de boulot, sur le premier mois à monter ta chaîne YouTube, tu génères combien d'abonnés? Quel a été l'engagement un peu de ta communauté, toi qui partais d'une communauté à zéro? Alors j'ai mis quand même près de 4 mois à prendre 100 abonnés. D'accord. J'en avais pas spécialement parlé autour de moi, donc voilà, quand j'ai d'ailleurs des amis, les premiers qui ont découvert, j'ai le droit à quelques chambrages forcément. Et arrivé au mois donc de juillet, je crois que j'avais dû atteindre les 800 abonnés. J'étais pas forcément doué en plus pour capter de l'email à l'époque, donc je devais avoir genre 350-400 emails dans ma liste. Ouais, 400 emails, c'est ça. Et j'étais pas loin de lâcher, en fait, parce que si tu veux, comme j'avais d'autres choses qui me rapportaient vraiment de l'argent, l'immobilier me rapportait de l'argent à côté, mes activités de magasin me rapportaient de l'argent à côté,
j'étais pas loin de lâcher en fait le truc. Je me disais, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais pas continuer, je voyais pas trop. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais lancer un produit, je vais essayer de faire une vente et on verra bien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un produit en une journée. Je me suis dit, pareil, toujours pareil, on va faire quelque chose d'imparfait, mais on va l'améliorer avec les gens. J'ai été transparent d'ailleurs en disant que voilà, je vendais un produit qui était imparfait. Enfin, je l'ai mieux marketé que ça, mais en tout cas, j'ai expliqué que c'était pas forcément un produit qui était fini, mais qui était un produit qui allait évoluer avec eux. Et j'ai lancé simplement sur ma liste email avec 4 emails, j'ai lancé une vente. Et en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai lancé une vente que sur 24 heures et en 24 heures, ça a fait 1200 euros de vente. Donc j'en ai un produit à 200 euros, il y a eu 6 personnes qui ont acheté, ça fait 1200 euros. Et en fait, là, j'ai compris, je me suis dit, là, je tiens quelque chose. Parce que forcément, 24 heures de boulot en amont, bon, ça a été pas mal de travail derrière, parce que beaucoup de questions et beaucoup d'améliorations à amener au produit, mais tant mieux, c'était top. Mais voilà, 1200 euros de chiffre d'affaires en 24 heures, tu vois que tu tiens. Pour 4 emails, pour 4 emails de quoi? De 4 emails de relance, 4 emails à ta communauté de 800 personnes. C'est ça, en gros. Enfin, de 400, pardon, de 400 mails. T'avais 400 mails. 400 emails à peu près, et 800 personnes sur YouTube. Mais j'en ai même pas parlé sur YouTube, rien du tout. C'était vraiment juste des emails, une vente par email. Mais tu vois, en fait, par contre, on dit 4 emails, et c'est vrai que c'est super bien marketé de dire, pour 4 emails, 1200 euros, mais c'est quand même 8 mois de travail en amont pour amener à ces 4 emails. On est d'accord, il faut une liste d'abonnés, une communauté, sinon tu vas le proposer à personne. Et donc aujourd'hui, ça a évolué comment alors cet infoprenariat après ? Après, ça a pris de l'ampleur, surtout sur l'année dernière en fait, parce que j'ai continué en 2017 jusqu'à fin décembre, et l'année dernière, j'ai eu parce que c'est pareil, c'était toujours un petit peu c'était un peu par passe, même si je continuais à publier absolument. Je vendais pas des produits forcément tout le temps. J'avais commencé, j'ai écouté énormément de gens qui savent, tous les gourous un petit peu de l'infoprenariat. Et puis tout le monde en plus dit des choses, tu sais, un peu dans un sens, un peu dans un autre, etc. Donc j'ai essayé beaucoup de choses différentes, et j'ai commencé à arrêter d'écouter tout le monde en juin l'année dernière, et puis à commencer à utiliser un peu mes propres méthodes par rapport à tout ce que j'avais vu et tout ce que j'avais pu entendre, me former un petit peu plus aux États-Unis aussi, de regarder un peu ce qui se passait par là-bas, parce que je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient des programmes en France qui se formaient en réalité aux États-Unis. Donc je me suis dit, tiens, on va aller voir aussi ce qui se passe par là-bas. Et en fait, en juin, il y a eu un vrai coup d'accélérateur. Et là, c'est devenu une société plus importante, puisque maintenant j'ai une équipe là de 2 personnes qui bossent avec moi. Donc là, tu vois, on est en janvier. Entre juin et janvier, il y a 2 personnes qu'on réunit. L'année dernière, on a fait 178 personnes à qui on a vendu des programmes ou accompagné dans de l'investissement locatif. Donc voilà, ça commence à faire un petit peu de monde. Et le mois de janvier, on a refait quasiment 50% du chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc on a fait, j'exagère, 35% du chiffre d'affaires de l'année dernière juste sur janvier. Donc voilà, c'est en train on sent l'effet, moi je mesure ça un petit peu, je sais pas si tu vois un peu les intérêts composés en bourse, mais je trouve que l'infoprenariat, c'est un petit peu ça, c'est un peu les intérêts composés. Ouais, tout à fait. Tu as continué sur t'as dit que tu avais vraiment fait un mois challenge à 30 vidéos. Derrière, tu t'es mis quoi comme cap de publication de contenu, tu vois, c'est une vraie question qu'on se pose en fait quand on essaie de monter une communauté ou qu'on essaie d'être régulier, d'apporter de la valeur aux gens. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif, tu vois? Moi, par exemple, c'est une question que je me pose par rapport à la création du podcast, par exemple. Alors, il y a 2 choses différentes, mais YouTube, par exemple, je connais vraiment bien, parce que moi, c'est une plateforme qui me plaît, enfin, qui me parle beaucoup, et j'ai misé beaucoup de choses sur YouTube. Alors, moi, je me suis fixé depuis longtemps de 3 vidéos par semaine. Bon, j'ai des fois fait que 2, des fois fait qu'une, des fois pas fait du tout. Pendant ces 2 ans, j'ai pas tout le temps été ultra régulier. Par contre, il y a une chose qui est sûre, en fait, parce qu'on a beaucoup bossé. En fait, j'ai une personne dans mon équipe qui est vraiment dédiée au SEO, en fait, SEO du site web, SEO YouTube, etc. Et on a beaucoup bossé là-dessus. Il y a une chose qui est complètement vraie, c'est que YouTube, aujourd'hui, il faut publier du contenu toutes les semaines. C'est-à-dire même qu'une vidéo, mais il faut, en fait, l'algorithme, on lui envoie des messages hyper puissants. Et maintenant, j'ai jamais une semaine sans au minimum un contenu. Et il y a un petit hack que je peux donner d'ailleurs, c'est que si on peut pas publier de contenu une semaine sur YouTube,
il faut créer une playlist et mettre des vidéos dedans. En fait, ça équivaut. Alors, on peut pas le faire toutes les semaines, ce serait magique. Mais en tout cas, si une semaine on loupe, il faut créer une playlist dans la semaine et ça va envoyer un signal fort en fait à l'algorithme. Et c'est comme si on avait publié un contenu en réalité. Enfin bref. Mais si tu veux, en gros, ce qu'il y a, c'est que vraiment dans les algorithmes, il faut comprendre qu'on a besoin d'une régularité. Si on n'a pas cette régularité, c'est compliqué de percer en fait. C'est vraiment compliqué. Ouais. Ou alors après, il faut utiliser de la pub, des choses, mais en tout cas, par du référencement naturel et gratuit, il faut vraiment une grosse régularité. Le podcast, je sais moins de dire, parce que je suis moins spécialiste du podcast. J'ai pas fait de podcast, même si c'est quelque chose qui peut me motiver à un moment, mais en tout cas, ça fait pas partie pour l'instant des contenus que j'ai proposés. Mais en tout cas, sur YouTube, c'est sûr et certain, il faut publier au minimum une fois par semaine. Donc, tu as combien aujourd'hui de vidéos sur YouTube au total disponibles? Je sais pas exactement, mais je pense peut-être 230, ouais, peut-être 230, je pense. Et tu as combien d'abonnés à peu près? À peu près 10 000, un petit peu plus de 10 000 personnes. Ok. Et du coup, tu as en permanence des produits disponibles sur ton site web et par les liens en fait sur ton YouTube en fait des produits d'infoprenariat? Alors, on a modifié, et c'est comme ça qu'on a fait exploser le chiffre en janvier. C'est un peu particulier, mais en fait, j'ai modifié complètement la stratégie. Et fin décembre, en fait, on a fermé tous mes programmes. Et on a décidé, en fait, qu'en 2019, parce que on avait pas mal de demandes et qu'on allait choisir nos clients. C'est un peu particulier. Mais en gros, on a repris les bases. Et si tu veux, en fait, j'ai fermé tous mes tunnels fin décembre. Je l'ai annoncé en plus, alors c'était amusant parce que j'ai reçu des mails derrière en disant ah mais tu l'as vraiment fait, et en fait je pense que ça c'est quelque chose de très important sur internet ou n'importe où en business. Quand on dit quelque chose, il faut le faire, parce que si on le fait pas, le coup d'après un client il comprend plus qu'il y a une urgence, hein, parce on le sait, s'il y a des gens qui font de l'infoprenariat ou autres qui sont un petit peu adeptes des techniques marketing, l'urgence c'est quelque chose qui fait vendre, sauf que si on crée de l'urgence et qu'il n'y a pas une vraie urgence derrière, voilà. Donc on a fait un très beau mois de décembre parce que j'ai tout fermé, et le mois de janvier on a attaqué en fait de la vente uniquement par webinaire. C'est-à-dire que pour l'instant il n'y a plus de tunnel, il n'y a plus de produits proposés en direct. En fait, les produits sont uniquement vendus par webinaire en fait. D'accord. Et par téléphone. Et donc, à ce stade aujourd'hui, là, pour clôturer un peu cette partie-là, parce qu'on a bien avancé déjà dans le temps dédié au podcast, J'imagine. quand tu fais un peu le ratio de tes différentes sources de revenus, business physique, infoprenariat, immobilier, avec ces différents modes d'exploitation, quelle est la part en fait de chacun? Est-ce qu'aujourd'hui l'infoprenariat c'est 50% de tes revenus? Est-ce que c'est pas encore le cas? Comment ça se situe? Alors en fait, moi l'infoprenariat, je suis dans un statut un peu spécifique qui est la SAS, et du coup je prends que des dividendes dessus. Donc je sais pas si tu connais un peu le principe, mais en gros Si, l'idée, voilà, c'est ça, c'est que en réalité en avril je gagne de l'argent sur l'année d'avant, quoi. En gros c'est un peu ça, quoi. C'est au moment où le bilan sort, on va prendre des dividendes. Donc en réalité moi l'infoprenariat, j'en ai pas spécialement besoin pour vivre. Donc j'ai beaucoup réinvesti, et si tu veux, l'année dernière j'ai pris un peu plus de 20 000 euros en dividende de l'année 2017. Oui, c'est ça, 2017 sur 2018, tu vois. Et puis bon, cette année, je reprendrai des dividendes. Je n'ai pas encore décidé combien, mais ça dépend un petit peu de ce que je veux faire, de là où je veux aller. Mais effectivement, l'infoprenariat, c'est pas ma première source de revenus. C'est sûr que c'est quelque chose sur lequel je pourrais prendre des beaux salaires, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas forcément le but aujourd'hui de prendre forcément. En gros, si tu veux, j'ai un peu un concept. On va parler des comment dire, des formes juridiques. La SARL, par exemple, c'est un très bon moyen de prendre du salaire tous les mois. Donc j'ai une SARL sur mes magasins de cigarettes électroniques qui me permet de faire un peu le quotidien. J'ai l'immobilier où je mets de côté et puis ça me sert à payer des vacances. Et puis j'ai l'infoprenariat qui est un bonus, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Mais juste une parenthèse, en fait, c'est que si tu veux, moi, ma plus grande trouille, ayant connu si on peut parler de trouille, tu vois, ayant connu une liquidation, c'est que parce que je trouve que tu te sens jamais aussi vivant que quand tu entreprends. Moi, j'adore mettre en route, tu vois, des nouveaux projets, enfin, voilà, je trouve ça excellent. Et c'est toujours travailler sur son business et pas dans son business. Et en fait, je me rends compte que ça, j'ai surtout pas envie que ça s'arrête jamais. Et c'est pour ça, je pense que je multiplie, tu vois, les sources de revenus, les sources de choses, aussi
au-delà du fait que j'adore monter des choses en puissance, c'est aussi le fait d'être sûr que toute cette aventure s'arrête jamais. C'est pas pour l'argent, mais en tout cas l'argent est un excellent moyen, donc il en faut pour pouvoir justement s'éclater en montant des nouveaux projets. Si on devait clôturer, pour clôturer juste cette partie-là, quel est l'objectif finalement au travers de tout ça maintenant? Quel est l'objectif, la suite en fait, quand on atteint déjà certains résultats, qu'est-ce que tu te fixes comme prochain challenge ou deadline, ou qu'est-ce qu'il y a qui... Alors, c'est de pas forcément s'éparpiller sur d'autres business pour l'instant, parce que ce que je fais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer autour de tout ça. Donc 2019, c'est assez simple, c'est rouvrir au minimum. Enfin là, j'en ai déjà fait un, donc on va partir. Je partais sur 2 points de vente, mais comme j'en ai déjà fait un et qu'on est fin janvier, on va partir sur 3 points de vente. Tu vois, 3 nouveaux points de vente sur mes magasins de cigarettes électroniques. C'est développer, acheter des bureaux d'ici la fin d'année pour installer ma société internet. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu enfin, il y a des bureaux un peu partout, mais il y en a nulle part. Voilà, donc les gens qui bossent avec moi, c'est un peu particulier, on bosse un peu partout. Et donc et puis sur la partie immobilière, c'est vraiment attaquer du patrimoine. Mais voilà, pour l'instant c'est là-dessus. C'est plus en fait, c'est plus continuer à s'éclater, à faire des choses que j'aime bien. Voilà, et développer les choses. Après. Je pense qu'il y aura d'autres objectifs différents en 2020, mais tout du moins en 2019, c'est continuer à développer tout ça de la même manière. Super. Au niveau matériel, logiciel ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses, des outils, un peu des hacks que tu utilises par exemple, tu dis tu te filmes sur YouTube, qu'est-ce que tu peux donner ta solution matérielle que tu utilises pour les auditeurs que ça intéresserait? Ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'ai utilisé alors un petit peu des vidéos pro, parce qu'il y a plusieurs systèmes hein, pour faire quand on commence à avoir un petit peu de... Enfin, pour démarrer, je vais faire une petite parenthèse. Pour démarrer, prendre un smartphone, surtout un bon micro, des lampes, pas forcément des choses ultra qualitatives, c'est complètement suffisant. Il n'y a pas besoin d'acheter du Bien matériel sûr. ultra professionnel, etc. Par contre, quand on commence à avoir un peu de budget, moi, c'est toujours un peu la façon de faire, c'est je commence par gagner de l'argent, après je réinvestis. Et en fait, j'ai essayé de travailler avec des professionnels de la vidéo, mais c'était pas pratique moi par rapport à ma manière d'être et ma manière de bosser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien faire ça. Tu sais, tu loues un Airbnb et puis tu vas tourner 50 vidéos dans le week-end. Tu prends une équipe pro, ça vaut 2000, 2500 euros. Tu vois, et puis enfin voilà. Après, ça c'est des solutions qui peuvent exister. Moi, ça m'a pas plu. Je l'ai fait un petit peu, ça m'a pas plu. Donc maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai acheté du matos, j'ai appris et je me filme 99% du temps tout seul et avec voilà réflexe etc de qualité sur pied. Et sinon de la caméra en fait j'ai acheté le petit DJI là qu'ils ont sorti, je sais même plus comment il s'appelle, c'est DJI qui a sorti ça il y a pas longtemps. C'est une toute petite caméra stabilisée, la même qu'ils mettent sur leur drone et en fait ça c'est hyper cool pour te filmer en marchant. Et voilà, en fait en gros je filme avec des solutions assez simples, qualitative mais simple, et je filme seul. Par contre je donne tout à monter, je donne tout par la suite, la mise en ligne etc. Mais pour me filmer maintenant je préfère faire les choses seul, comme ça j'allume la caméra quand je veux, je la ferme quand je veux, je fais ce que je veux. Est-ce que tu as des applications que tu utilises pour t'organiser, pour gérer tes activités, des choses que ça soit pour les do list ou pour prise de notes, et cetera? Il y a des choses une méthode que tu appliques? Alors, j'ai pas de grosse méthode, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup au feeling, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai pas de routine journalière ou de choses comme ça. C'est-à-dire que alors c'est pas toujours pratique pour les gens qui bossent avec moi parce que du coup je pars un peu dans tous les sens des fois, mais en tout cas, si tu veux, j'ai une to-do list, mais on connaît la to-do list, il y a des choses qui sont là depuis 3 ans et puis d'autres qu'on fait très vite. Mais la to-do list, c'est to-do list de l'iPhone, de manière assez classique. J'utilise quand même pas mal Evernote par contre parce que je trouve que c'est assez pratique pour échanger avec les équipes, etc., avec les gens avec qui on bosse. Eux, je sais que par exemple, voilà, parce que maintenant on est un petit peu... Avant, je faisais que des vidéos sur des sujets qui m'intéressaient, qui me donnaient envie. Maintenant, c'est plutôt eux qui me font une partie des suggestions de vidéos par rapport au ranking, par rapport à YouTube, par rapport à des choses comme ça peut arriver. Donc eux vont pouvoir me soumettre ça. Enfin voilà, Evernote, c'est super pratique pour échanger. Voilà. Par contre, j'ai une chose, c'est que moi j'essaye d'éviter au maximum les appels téléphoniques. Avec voilà, avec les gens avec qui je bosse, beaucoup de mails ou de Facebook Messenger, et j'ai coupé toutes les notifs de mon téléphone quoi. Personnellement, j'ai aucune notif sur mon téléphone,
c'est pour ça que des fois, par contre, je peux être un petit peu galère parce que je peux mettre 5 heures à répondre à un message qui pouvait être urgent. Mais voilà, mais c'est ma manière de bosser parce qu'en fait, je trouve on devient un peu dingue en fait de tous ces trucs. J'adore, je suis hyper technologie, mais voilà, on devient un peu dingue de tout ça après. Bref, mais en tout cas, tu vois, pas de choses miracles hein, sur les outils utilisés. Non, mais moi je suis assez fan d'Evernote également, etc. J'ai comme toi beaucoup désactivé les notifications qui effectivement ont tendance à me couper dans le deep work, etc. Donc je te rejoins sur pas mal de choses, mais c'est vrai que des fois les gens se demandent. Moi j'utilise des outils organisationnels assez importants et j'échange souvent avec les gens sur leurs habitudes. Bon, il y a quelques bouquins que j'ai lus à ce sujet-là qui sont intéressants et je crois que même Ferriss a fait un bouquin sur les outils complètement dédié. Et puis on peut citer également la 25e heure qui est pas mal à ce sujet, où il y a pas mal de finalement on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu de l'entrepreneuriat en général qui développent des habitudes ou qui utilisent un certain nombre d'outils pour optimiser leur temps et améliorer aussi le rendu de leur temps. On passe après, si je peux me permettre juste une chose, tu vois, moi je suis plutôt juste parce que en fait je me rends compte que des fois le fait de l'organisation prend pas mal de temps. Et par exemple une chose simple, je range rien dans mon ordinateur, je fais tout avec le mode recherché, tu vois. Et voilà, c'est plutôt. Mais ça fait partie des choses. Il y a beaucoup de gens qui recommandent finalement de pas tant classer ou trier que ça. Par contre, d'avoir une méthode d'indexation des documents, c'est-à-dire de titrer les documents d'une certaine façon. C'est très bien expliqué d'ailleurs dans le bouquin de la 25e heure. Je sais pas si tu l'as lu. Sans l'avoir lu. Hein, je l'applique sans l'avoir lu. Parce ouais. que je fais hyper gaffe aux titres. Toutes les vidéos, etc., je les. Tu sais, je vais mettre tout le temps des dates, je vais mettre tout le temps des choses. Par contre, elles sont un peu n'importe où et un peu n'importe comment. Par contre, ce qui est bien, c'est justement aussi, je me permets plus ça aujourd'hui et de moins avoir d'outils parce qu'il y a du monde avec moi, tu vois. Ouais, ça aide certainement. Voilà, c'est comme je vais envoyer, enfin voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? On va passer succinctement, puisque on a abordé pas mal de thématiques, y compris celle de la deuxième partie. Donc, t'en as un petit peu, t'as abordé certaines choses. Comme le podcast est aussi tourné business, mais pas uniquement, mais aussi tourné lifestyle et web. Ouais. Est-ce que tu voyages beaucoup ? Est-ce que tu aimes voyager ? Bon, j'ai regardé un peu ton feed Instagram, j'ai vu que tu étais au ski récemment, mais c'est quelque chose qui est important pour toi ? Alors, personnellement, oui, j'aime bien bouger. Alors, ayant 3 enfants, forcément, je vis pas en Airbnb à l'année. Ce serait un petit peu compliqué. Et j'adore bouger en plus en famille. Donc voilà. Donc là, depuis 3 mois, j'ai fait Italie. Là, je suis parti au ski. Enfin, au ski, je suis parti hors famille. Je vais à Toronto pour le boulot là dans quelques semaines. Je vais à Londres voir Tony Robbins en avril. Je vais à Dubaï en avril. Enfin voilà, je bouge régulièrement quand même. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'adore. Enfin que j'adore. C'est ce qui est surtout important, je trouve, avec le voyage, c'est que on voit vraiment d'autres manières de penser, quoi. Et, en fait, voyager c'est bien, mais voyager et discuter c'est vraiment mieux. Moi, j'ai voulu faire vivre une expérience, tu vois, à mes enfants il y a à peu près il y a un petit peu plus d'1 an. On est parti pendant 1 mois et demi habiter à New York. Je dis habiter parce qu'en fait c'était vraiment l'esprit, tu sais, c'est l'esprit d'attraper un appart, et quand tu restes 1 mois et demi sur place, c'est un petit peu plus compliqué t'es un peu moins dans l'organisationnel, quoi. T'es plus dans il faut faire avec les problématiques qui peuvent arriver. Et surtout que ma fille avait 9 mois à ce moment-là, la petite. Donc voilà, un peu particulier, mais c'était cool. Et voilà, et là j'ai rencontré plein d'Américains, plein de trucs. Enfin, excellent, quoi, par exemple. C'est voilà, ça j'adore, et expérience à renouveler dans la mesure du possible, avec les problématiques de chacun, d'école, de tout ça, quoi. Je partage tout à fait ton avis. Enfin, je suis toujours surpris parce que on dit souvent, aux États-Unis, il y a des choses qui se font et qui arrivent 10 ans plus tard chez nous. Bon, je me rappelle être allé en 2010, avoir vu plein de bars à salade, et aujourd'hui, les bars à salade fleurissent partout en France et notamment à Paris. Et je pense qu'effectivement, mais quel que soit le terrain où de jeu finalement que tu explores, tu as effectivement plein de choses d'idées à récupérer, de rencontres à faire, de partenariats à lier, ou de simplement de choses à découvrir qui peuvent t'inspirer et t'aider pour la suite, que ce soit à un niveau personnel ou professionnel. Quel est le prochain défi, trip, grande aventure que tu te réserves alors, ou que tu prévois de faire ? Défi, trip ou grande aventure, il y en a pas spécialement. Je vais pas faire rêver sur ce coup-là. Ça va être plus compliqué. Mais tu repars pas à New York à 1 mois et demi. Enfin, tu veux pas réitérer cette expérience ?
Ma femme, elle a eu enfin rien de très grave, mais quelques petits ennuis de santé, tout ça. Donc là, si tu veux, on va à Dubaï, on y va une semaine pour se reposer tranquillement. Mais voilà. Et en fait, on a compris aussi avec ma fille à 9 mois que C'est pas adapté. c'était pas adapté. Et voilà, quand t'es obligé d'aller à l'hôpital pour une problématique ou une autre avec enfin bref, c'est C'est particulier. une galère. Donc, du coup, voilà, là, elle a 2 ans. Je pense qu'on lui laisse encore 1 an, tu vois, et là, on va repartir dans justement, à refaire une mini retraite entre guillemets. Ça, c'est le concept Tim Ferriss, mais je trouve qu'il a raison. On va refaire ça, mais on va attendre qu'elle ait, ouais, je pense 3 ans. C'est un bon âge pour être plus, voilà, pour être mieux. Et puis surtout, en fait, personnellement, tu vois, bon, comme je disais, je suis hyper implanté dans ma ville, etc. Je pense que je finirai pas mes jours ici, mais j'ai de la famille, notamment, tu vois. Enfin, je vais pas rentrer dans tout le détail familial, mais j'ai une grand-mère qui est encore en vie, qui est quelqu'un que j'apprécie particulièrement et qui supporterait absolument pas qu'on aille ailleurs. Mais je pense que les voyages suivants, ça va être un petit peu, tu vois, l'état d'esprit de dire qu'on découvre d'autres endroits sur la planète qui pourraient être voilà, qui pourrait être cool, même pourquoi pas pour aller peut-être vivre un jour, ou tu vois, enfin Bien voilà. sûr. Euh, du coup, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as une activité physique régulière ou c'est pas quelque chose que Alors tu ça, pratiques pas? c'est mon, Talon d'Achille. comment dire, ouais, j'ai fait beaucoup de sport en fait, j'ai fait beaucoup de basket moi, et j'ai arrêté à peu près au moment où j'ai monté ma startup. Après, j'ai eu plein de passions. Je me suis mis au golf, mais j'ai passé la carte verte, j'ai arrêté. Je me suis motivé, j'ai fait du sport en salle, ça a duré 6 mois, j'ai arrêté. Et en fait, je suis assez zapper depuis quelques années. Et là, ça fait 1 an que j'ai pas fait grand-chose en termes de sport, et je l'ai vraiment senti en allant au ski. Ça m'a retourné le cerveau, et ça va faire partie. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais me remettre à quelque chose, parce que là, en 1 an, je me suis encrouté, tu vois. Ok. Écoute, on arrive vraiment sur la fin du podcast. T'en as parlé tout à l'heure, tu as eu quelques lectures qui ont été un peu révélatrices pour toi. Quels sont actuellement les livres que tu lis? Est-ce que tu lis beaucoup et qu'est-ce que tu peux nous conseiller, conseiller aux auditeurs? Voilà. Alors moi, c'est par passe la lecture. Bon, l'année dernière, je m'étais mis un objectif, tu vois, 52 livres dans l'année. J'en ai lu 38, ce qui était déjà pas mal quand même. Mais voilà, cette année, là, je suis en train de lire. Je l'avais jamais lu. Là, juste à ce moment-là, je suis en train de lire 2 livres, parce que ça m'arrive souvent. C'est que, tu sais, je fais livre audio et livre écrit. Donc c'est attends, pas des idées qui collent. Ouais, c'est ça, des idées qui collent, des mots qui collent. Je sais plus. J'ai plus le titre en tête. Je suis en Je train de retrouverai. lire. Et, ouais, et en parallèle, je suis en train de lire aussi, mais en audio, Seconde Chance de Robert Kiyosaki, qui était le seul Robert Kiyosaki que j'avais pas lu. Donc je suis dessus. Et excellent, les 2 livres, une tuerie. C'est très 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 bon. Il y en a un en fait pour, en 2 mots, les idées qui collent ou les mots qui collent, je sais plus. En fait, en gros, l'idée c'est de raconter des histoires, et pourquoi au niveau marketing, en fait, le fait de raconter des histoires nous fait retenir beaucoup mieux les choses. Et c'est vrai que voilà, en plus j'adore les histoires, donc c'est vraiment top. Et puis sinon, bon, Seconde Chance, voilà, c'est du Robert Kiyosaki dans le bon état d'esprit. Il parle de la crise de 2008, tout ça, excellent, excellent. Voilà. Sinon, si je devais conseiller un livre business qui pour moi a été la plus grosse start dans mon cerveau, parce que j'aime bien ça, c'est l'impression d'avoir la claque derrière la tête. Millionnaire Fastlane, l'autoroute du millionnaire maintenant en français. Moi, je l'avais lu quand il était qu'en anglais, mais il existe en plus en français maintenant. Tout entrepreneur qui veut se lancer, ou même qui s'est lancé depuis un petit moment, pour moi, doit avoir lu l'autoroute du millionnaire. Ouais, je partage ton avis, c'est un excellent livre. Et en plus, comme tu l'as si bien dit, une méthode pratique, c'est effectivement d'écouter en audiobooks, hein, sur des plateformes comme Audible, pour ne citer que celle-ci. Moi, en ce moment, tu parlais, j'écoute, hein, le livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je sais pas si tu as eu l'occasion déjà de l'écouter ou de le lire. Ouais, je l'ai lu, excellent. Très, très, très bon, Ok, Olivier. super. Très, très bon. Euh, Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu suis des personnes sur YouTube également? Alors, pas grand-chose, j'en ai suivi beaucoup, mais je me suis rendu compte que, en fait, je passais beaucoup de temps, et ça va vite se perdre dans les méandres de YouTube et des podcasts et de tout ça. Et du coup, j'ai mis un gros, gros, gros frein, en fait, là, surtout 2018, et j'ai quasiment rien suivi, plutôt du picking, tu vois, une vidéo comme ça, une vidéo D'accord. comme ça, parce qu'il y avait
un sujet qui m'intéressait. Donc à aujourd'hui, je suis alors c'est un peu se moquer du monde quelque part parce que c'est une grosse source de revenus pour moi et à côté de ça, je consomme pas, tu vois. Mais bon. Non, mais de toute façon, enfin, c'est par période. Hein. Il y a des moments où on a plus le temps, plus la disponibilité aussi. Et puis quand on est dans des gros challenges personnels entrepreneuriaux, c'est vrai que des fois on est obligé de. Les journées sont pas extensibles, elles font que 24 heures même en s'organisant. Et donc effectivement, des fois il y a des parties pris. On sait que c'est qu'un temps. T'as quand même à côté, parallèlement à ça, quand même lu 38 livres. Donc on peut considérer que t'étais dans un autre type de contenu, pas forcément sur ces supports-là. Après, il y a une chose aussi, je regarde beaucoup. J'ai regardé beaucoup de vidéos de gens justement qui avaient des toutes petites audiences, tu vois, et pour justement, tu vois, faire des analyses sur, comme je parle un peu plus de business en ligne maintenant, pour faire des analyses, des choses, et c'est vrai que c'est top parce que tu te rends compte que c'est pas forcément la qualité du contenu qui fait la renommée des gens, et c'est paradoxal. Il y a plein de perles sur YouTube. C'est vrai. Du coup, quelle serait la citation qui t'inspire, que tu aimes ou que tu aimerais partager? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Je réfléchis, mais ouais, il y en a quelques-unes, mais il y en a une particulièrement, ouais, tout à fait. C'est alors je sais même plus qui a dit ça, mais on retrouvera. Voilà, t'es pas le premier qui me fait le coup. J'imagine. Bah oui, j'aurais dû préparer. Aujourd'hui, on te demande pourquoi tu fais ça, et demain, on va te demander comment tu as fait ça. C'est vraiment ça. Très bien. Donc on arrive à la fin de l'épisode du podcast. Quel serait le dernier conseil que tu aimerais donner aux auditeurs après ce long et très intéressant podcast? Alors, si tu débutes par exemple aujourd'hui, bah, c'est vraiment lance-toi. Et enfin voilà, pour moi, on se sent vraiment vivant quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on entreprend. Il y a rien de mieux pour se sentir vivant et pour découvrir. On travaille pas pour l'argent. L'argent, quand on fait les choses bien, il vient tout seul en fait. C'est ça qui est magique. C'est voilà. Donc vraiment, n'hésite pas. Tu vas faire des erreurs, mais plus tu vas en faire, plus tu vas apprendre. Donc voilà, lance-toi, apprends, lance-toi. Et pour ceux qui, comme toi, sont déjà un peu plus avancés, ont déjà une certaine expérience, ont du mal, sont sur des points de blocage ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un conseil qui serait plus adapté à ceux qui sont déjà dans à un autre stade? Alors ça dépend sur quoi, mais en tout cas, délègue. délègue un maximum. Essaye de garder pour toi que là où tu apportes une valeur ajoutée. C'est vraiment moi, en tout cas, ce qui m'a fait beaucoup monter ces dernières années, qui m'a permis vraiment de décupler, c'est de payer des gens pour faire. Et en plus, bon après, tu vois, ça va être une toute petite parenthèse, mais c'est quelque chose de très personnel. Mais moi, je forme mes équipes, c'est-à-dire que j'ai 95% des gens qui travaillent pour moi, qui sont des gens qui travaillaient pas auparavant ou qui étaient en chômage longue durée ou qui n'étaient pas forcément issus du domaine en fait. Et ça, pareil, c'est un accomplissement. C'est une satisfaction personnelle, et en plus, c'est voilà, des équipes qui sont ultra motivées. Maintenant, t'es pas obligé de faire ça, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais en tout cas, délègue. Super, merci beaucoup Loïc pour le partage de cette aventure et de ta vision entrepreneuriale avec ce parcours très inspirant. Et donc on te souhaite beaucoup de réussite et n'hésite pas à revenir nous voir pour nous raconter un peu tes nouveautés. Merci bien, avec plaisir, je reviendrai. À bientôt, ciao. À bientôt, ciao. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisé. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.developpementroyal.com.